La Révolution se range difficilement dans la définition académique des politologues. Je laisse tomber cet appareil notionnel parce que je préfère, je me sens forcé peut-être à me tourner vers mon propre vécu et vers ma propre expérience qui me dit que la Révolution est aussi et surtout un état d'esprit de millions d'hommes et de femmes qui prend racine d'une réalité quotidienne, mais qui en même temps est la contradiction. Il contredit cette réalité quotidienne parce qu'il est un acte d'autolibération. La dictature communiste, il faut le souligner toujours, s'appuyait pas seulement et pas tellement sur la terreur, et pas sur sa capacité d'éveiller la peur. La peur n'était ni l'unique ni la plus importante motif de la soumission des citoyens. Le fondement de la dictature était surtout le conformisme. Et les attitudes et les comportements conformistes étaient tellement répandus qu'elles passaient pour une norme qu'on n'a même pas besoin d'énoncer. Un citoyen moyen, même s'il n'a pas s'identifié idéologiquement avec le communisme, participait quand même dans les rituels des soumissions, et il n'y voyait rien d'honteux. Mais même s'il était convaincu que tout le monde fait comme ça et qu'il faut faire comme ça, c'est sa soumission, même si elle était feinte, et qui constituait les vrais fondements du régime et de sa stabilité. Quelques 20 000 des ouvriers qui avaient occupé le 18 août de 80 les chantiers navals de Gdańsk, quelques usines avoisinantes, et bientôt 700 000 des participants de grèves de solidarité dans le pays entier. Enfin, au mois de septembre de la même année, de 80, des millions de Polonais qui ont participé à la création, par leur propre activité, à la création d'un syndicat libre. Pour tous ces gens, le mot d'ordre de syndicat indépendant du parti et du gouvernement était comme l'apparition d'une liberté qui conduit le peuple aux barricades. Les libéraux, ou plutôt les pragmatiques de la direction des POUP, du Parti communiste, espéraient alors que la création, ceux qui étaient pour la légalisation des syndicats nouveaux, il espérait que la création de ces syndicats ne sera pas le verdict de mort contre le régime, parce qu'il espérait qu'on pourrait, moyennant la manipulation, en employant la tactique que les Hongrois appelaient bien la tactique des salamis, où on coupe par morceaux, un morceau après l'autre, qu'il arrive à soumettre, à remettre en état de soumission ces mouvements. On a fait comme ça, en effet. On a fait de cette manière, on agissait de cette manière pour se subordonner. Les membres du Parti paysan en 47-48, les membres du Parti socialiste en 47-48, et les révisionnistes après 1956, les révisionnistes des propres partis. Alors, on peut se demander pourquoi, au fond,
cette expérience riche, cette capacité prodigieuse de Gleichschalter, excusez-moi les mots allemands, est-il compréhensible? C'est-à-dire de se soumettre, de réduire à la magme indifférente tout ce qui était capable de se mouvoir, a complètement, totalement échoué par rapport aux débutants politiques de la Solidarność. La réponse à cette question nous donne, à mon avis, la clé pour comprendre la révolution de 80-81. Si la première solidarité a resté jusqu'à sa fin dramatique, un mouvement indépendant, ou plutôt indommable, qu'on ne pouvait pas dompter, n'était pas le résultat ni de la bravure de ses leaders, ni de la sagesse de ses conseillers. C'était plutôt le résultat des attitudes et des comportements de ces véritables créateurs et maîtres. Il s'agit de milliers, de centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, en chaque usine, en chaque école, en chaque commune où ils vivaient jusqu'à présent, où ils travaillaient, se sont apparus d'un coup pour organiser ses camarades de travail et ses voisins à la grève ou à l'organisation du syndicat. C'était les temps où les Jeanne d'Arc polonaises, peu importe s'ils soient en jupe ou en pantalon, naissaient par milliers partout pour changer tout autour d'elles et à partir d'elles-mêmes. Et il a fallu commencer par lui-même, par elle-même, parce que jusqu'à présent, nos Jeanne d'Arc sentaient, pensaient et agissaient comme tout le monde en Pologne populaire. C'est-à-dire, elles fréquentaient, elles votaient docilement à la liste unique dans les élections. Elles fréquentaient les cortèges du 1er mai et du 1er mai. Elles saluaient les camarades à la tribune. Elles étaient inscrites dans la jeunesse communiste ou dans les partis. Et elles fonctionnaient, certes, d'une manière autonome, mais seulement dans la famille et dans les cercles privés. Et n'avaient aucune aspiration d'être actifs, d'être les sujets actifs, indépendants dans la vie publique. En août de 80, pendant les grandes grèves, et encore plus à l'échelle beaucoup plus grande, au mois de septembre, quand dans toutes les usines et à chaque coin de la Pologne, on créait les structures d'un nouveau syndicat indépendant, dans la vie de ces conformistes gris et abrutis, s'est produit un changement sans précédent. L'adhésion à la grève, l'adhésion au syndicat libre était la première décision autonome, souveraine dans leur vie. En plus, chacun se rendait compte qu'il décide cette fois-ci, pas seulement d'une manière autonome, mais contre la volonté des autorités. Qui n'a vécu rien de semblable dans sa vie, comprend difficilement, avec difficulté, la profondeur de la brisure psychologique qui accompagnait ce redressement d'un cou qui était courbé toute la vie. Et surtout, les initiateurs qui ont incité ces camarades de travail à la grève, qui les ont conduits à la création du syndicat.
désirait surtout de garder sa propre souveraineté. Ils considéraient la première Solidarność leur propre œuvre. Et les droits d'auteur à cette œuvre, ils n'étaient pas du tout disposés à céder à n'importe qui, même pas à Wałęsa, même pas aux leaders du syndicat, la commission nationale, même pas aux leaders régionaux du syndicat. Et d'autant plus, c'était inconcevable qu'ils se soumettent au principe du rôle dirigeant du parti. C'est ça le clé à comprendre cette situation. Les leaders de Solidarité, je l'ai dit, jouissaient d'un amour de foule. C'est une drogue forte et dangereuse. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai goûté. Mais cela ne veut pas dire que nos Jeanne d'Arc, qui nous adoraient, étaient disposés à céder à des leaders chéris même une petite partie de leur souveraineté. C'est en français souveraineté. Indépendance ? Pardon ? Bon. En tout cas, c'est compréhensible. Certes, ces grandes foules, les Jeanne d'Arc et les grandes foules qu'elle conduisait derrière elle, étaient prêtes à se battre suivant les décisions de leurs leaders, mais à la condition qu'elles comprenaient ces décisions et qu'elles les acceptaient. Autrement, si la direction du syndicat prenait les décisions qui n'étaient pas compréhensibles, qui n'étaient pas lisibles, donc qui n'étaient pas acceptées par en bas, la direction perdait le contrôle du mouvement. C'est-à-dire les grands bateaux, l'immense navire de Solidarność devenaient ingouvernables. Parce que ce n'était pas par l'emploi des procédures démocratiques formelles, mais parce que dans chaque commune, dans chaque usine, les Jeanne d'Arc locales commençaient leur propre guerre contre les autorités, contre le directeur de l'usine, contre le maire d'une ville, contre les préfets d'un département, etc. Et la grande onde, la grande vague des conflits locaux qui pullulaient ensuite était très difficile à dompter et à contrôler par la direction du syndicat. Il faut aussi souligner que la première Solidarité avait sa propre hiérarchie des valeurs. Elle n'a pas été enseignée et apprise parce qu'enseignée dans les écoles du syndicat, mais elle était naturelle. Ça allait de soi pour les ouvriers de 30 ans qui étaient élevés dans les familles catholiques et bien éduqués dans les écoles de la Pologne communiste. La Pologne communiste prônait l'égalité et la justice sociale. Et la classe ouvrière était décrite dans les journaux comme l'avant-garde de la société. Quand cette avant-garde s'est mise en grève, elle n'a pas rejeté ces slogans, mais elle a demandé de l'État communiste leur réalisation, à la lettre. En août de 80, le comité de grève a longtemps disputé avec le gouvernement les points du contrat, les points de l'accord de Gdańsk qui regardait l'augmentation des salaires. Ça devait récompenser l'inflation et les grévistes exigeaient que ce soit les augmentations égales pour tout le monde, égales pour tout le monde. Le gouvernement n'était pas d'accord, mais ça va détruire la fonction de motivation de la salaire, c'est pas possible. Pourtant, le conflit n'a pas été résolu, il est resté dans le point 8 de l'accord de Gdańsk qui était contradictoire. C'est-à-dire,
il comprenait les deux positions, ce qui a donné lieu à plusieurs grèves. Et j'ai vu une de ces grèves à ma ville, qui était où je vivais alors, c'est-à-dire à Wrocław. C'était la grève des conducteurs des trams et des autobus, de la communication des transports urbains. Et la grève était à cause de ça que les augmentations salariales étaient distribuées, divisées en proportion à la hauteur des salaires. C'est-à-dire, la plus grande somme de l'augmentation recevaient les conducteurs, le chauffeur des autobus. Nie wiem, jak motorniczy po francusku. Ktoś wie? Celui qui conduit le tram. Oui. Pardon? Conducteur, oui. Le conducteur des trams. Ils gagnaient plus que les autres. Et la grève, son efficacité dépendait de leurs décisions. S'ils refusaient de conduire, la communication, les transports urbains étaient fermes. Et ils ont fait la grève parce que la distribution des augmentations était, à leur avis, injuste. Parce que leurs collègues des dépôts, leurs collègues des ateliers de réparation de bus et de trams, et même les femmes qui faisaient le ménage au dépôt, ils ont reçu beaucoup moins. C'était injuste. Ils ont arrêté les transports urbains contre leur propre intérêt matériel au nom d'un idéal de justice sociale qu'il avait dans la tête. Il y avait aussi le phénomène assez particulier pour Solidarność, c'est-à-dire les soi-disant grèves de solidarité. Si, par exemple, les médecins, et surtout les infirmières qui gagnaient très mal, revendiquaient l'augmentation salariale, il était, dans notre syndicat, en Pologne d'antan, exclu qu'ils se mettent en grève. Les infirmières et les médecins, ça ne peut pas quitter les lits des patients. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui doit faire la grève pour eux. Et c'était les cheminots du chemin de fer qui constitue le nerf des villes de la côte balte, qui se sont mis en grève de solidarité pour obtenir l'augmentation salariale pour les infirmières. C'est un état d'esprit qui ne peut pas durer, bien entendu. Il est insolite. C'est un état d'esprit des moments caractéristiques pour les moments solennels où on se conduit, on se comporte comme à la grande fête. En effet, la révolution de solidarité était une espèce de la grande fête. Mais dans ces comportements des fêtes, s'exprime l'hiérarchie des valeurs. Solidarité était un mouvement très attaché à l'idée de l'égalité. En septembre de 89, c'est-à-dire au moment où la transformation politique en Pologne était entamée, un de mes collègues sénateurs, élu comme moi-même de la liste du comité civique de Solidarność, est monté à la tribune au Sénat et a déclaré que la justice sociale est un résidu du socialisme. Je ne croyais pas à mes oreilles. Et pourtant, il a fallu croire, car ces propos sonnaient comme un attestat de la mort de la première Solidarność et annonçaient l'arrivée de l'époque nouvelle. Et comme la plupart des membres de la Commission nationale, j'étais mis à sac la nuit du 13 décembre 1981
immédiatement après la dernière session de la Commission nationale. 10 ans plus tôt, nous avons voté une motion que dans les cas semblables, il faut, sans attendre les décisions des autorités syndicales, commencer la grève générale. Parmi les usines à Varsovie qui ont suivi notre résolution, il y avait une usine qui s'appelait Ravar et qui produisait les installations de radars pour l'armée. Comme c'était l'usine militaire, on peut dire, elle était parmi les premières à la pacification. Et donc le char qui est arrivé, le char de l'armée, a fait le trou dans le mur. Et par ce trou, quelques centaines de soldats des Homos, c'est comme CRS français, sauf qu'il était à l'époque dans les uniformes militaires et ils portaient les armes à tir, sont entrés à l'usine, sont arrivés à grand atelier du travail où il y avait la foule des ouvriers qui occupaient l'usine. Et les commandants, toute cette histoire, c'était le membre de la commission d'entreprise de cette usine qui m'a raconté Antol, ça, qui était mon compagnon d'internement. Donc le commandant de ces homos s'est adressé aux ouvriers en criant « Sortez !» Aucune réaction. « Vous ne sortez pas ?» Silence. « Chargez les armes !» C'était l'ordre à miliciens des homos. Les ouvriers, pendant une longue minute ou 2 minutes, sont restés avec les mains nues, bien entendu, et ont entendu le cliquement des culasses et ont contemplé le canon de fusil qui était pointé vers eux. Et puis, il y avait un qui s'est levé, qui est allé vers la sortie, puis le deuxième, le troisième. Tout le monde s'est laissé conduire à la porte, s'est laissé contrôler les papiers, et certains ont été transportés ensuite en prison ou au camp de l'internement. Et à la plupart, on s'est limité à donner l'ordre de revenir le lendemain matin pour travailler. C'est tout. Les comportements des grévistes à Ravar, c'était une réaction tout à fait normale des gens désarmés face à la violence armée. Un homme qui, face au canon de fusil qui est pointé sur lui, laisse tomber la défense des valeurs qui étaient les plus importantes pour lui, et il n'a aucune chance de vaincre, il n'a aucune chance de combattre, mais il sort, donc il s'est conduit d'une manière rationnelle, mais il sort de cette épreuve intérieurement, psychologiquement changé. Il sait qu'il s'est plié face à la coercition. Et c'est un savoir traumatique, savoir sur soi-même. Sa force de résistance, sa volonté de résistance est cassée dès ce moment-là, et elle restera brisée, cassée pendant un long temps. Il y avait plusieurs usines qui se sont mises en grève en Pologne, et ça finissait toujours comme à Ravar. Il y avait quelques mines où quand même la police a tiré en faisant plusieurs blessés dans la mine manifeste Liptsov et manifeste de Juillet, et dans la mine Vouillet qu'il y avait 9 tués et plusieurs blessés, bien entendu. Mais la plupart des usines ne s'est pas mise en grève parce que la proclamation de la loi martiale, les affiches qui menaçaient le tribunal militaire, chacun qui va participer à la grève, le spectacle de chars qui traversaient les rues, des soldats qui les patrouillaient,
le spectacle de siège des syndicats qui était détruit par les homos, ça faisait peur. Mais les gens qui ne se sont pas mis à la grève subissaient cette expérience de la même manière. Ils l'ont cédé devant la coercition armée, et ils étaient cassés intérieurement. Et il y avait bien entendu la résistance clandestine, la Solidarność clandestine, mais c'est une autre histoire. À partir de printemps, la solidarité clandestine était incapable à organiser les grèves. À partir du printemps de 82, la résistance a changé les formes. Il a pris la forme des manifestations de rue, qui étaient composées surtout de la jeunesse. Mais il faut quand même prêter l'attention à la différence, aux différents mécanismes sociaux d'une grève d'un côté et d'une manifestation de rue d'autre côté. Le sujet collectif d'une grève est une communauté de l'usine. C'est une communauté qui est liée entre tous ses participants par des liens quotidiens assez forts. Pour que la grève réussisse, cette communauté doit être déterminée d'une manière quasiment unanime. Sinon, la grève ne réussira pas parce qu'il n'aura pas l'appui suffisant des ouvriers. Par contre, le sujet collectif de la démonstration est la foule. La foule se compose des individus qui se sont réunis d'un coup, par exemple à l'appel ou après la messe. Cette foule peut subir des émotions fortes, surtout s'il se confronte, s'il fait le combat de rue contre la police, mais il ne crée pas une société, une communauté durable. Quand la manifestation est finie, les individus qui ont composé la foule se dispersent et rien ne les unit plus. Ce qui est resté, puisque les manifestations de rue étaient de plus en plus faibles. Ce qui est resté des Solidarność, c'était la conspiration des cadres. La conspiration qui était numériquement restreinte, mais qui était très déterminée. Seulement, ce n'était plus la même solidarité, ce n'était plus le mouvement des masses, ce n'était plus le mouvement qui était lié par des liaisons pratiques avec les équipes de travail dans les usines. Ce n'était plus la solidarité qui était un grand mouvement ouvrier. Il y avait des ouvriers, bien sûr. L'intelligence était peut-être plus nombreuse, mais le plus important est que nous avons accepté la rhétorique de guerre qui était employée par les généraux, et à la nôtre manière, par nous aussi. Et nous avons changé d'abord notre langage. Nous étions maintenant le peuple polonais. Eux, c'est-à-dire l'armée, les généraux, la police, étaient les occupants qui faisaient la guerre contre sa propre nation, son propre peuple, à l'ordre de Moscou. De notre côté, on a repris de nouveau les mots et les slogans de l'anticommunisme traditionnel d'entre-la-guerre. À bas la commune, precz komuną, c'était le mot d'ordre scandé obligatoirement dans chaque manifestation de Solidarność. Le changement
de langage, c'est le changement de la manière de penser. Inutile de nier. On ne peut plus dire de la solidarité, on ne pouvait plus dire de la solidarité à l'époque clandestine qu'elle était égalitaire, qu'il était collectiviste et au fond socialiste. Toutes ces caractéristiques étaient propres de la solidarité légale. Et avec la perte du caractère des masses, la composition sociale, comme j'ai déjà dit, est changée de ce mouvement de clandestins. Et maintenant, il faut dire, les cadres dirigeantes de la clandestinité n'étaient plus conditionnés par la présence et par la pression de foules des ouvriers actifs. Le compas des autorités intellectuelles, des prestigieux intellectuels de Solidarność, montrait maintenant les autres azimuts. Azimut, c'est en français ou non? À l'Occident, vers lequel traditionnellement regardait l'intelligentsia polonaise. Ce n'était plus le temps de Maynard Keynes et de Willy Brandt, mais c'était le temps de Friedrich von Hayek, de Milton Friedman, de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. Et en ce qui est des sociodémocrates, de Tony Blair et de Schröder, de Gerhard Schröder. Le néoconservatisme et le néolibéralisme étaient promus par l'intelligentsia d'opposition polonaise. Ils étaient reçus comme objawienie, nie wiem jak powiedzieć. Pardon? Comme révélation, comme vérité révélée, oui, comme révélation. Et ça n'avait pas beaucoup à voir avec l'axiologie de la grande solidarité, mais ça était toujours sous le même drapeau, il faut le dire, parce que c'est très important. La première Solidarność ne s'est jamais reprise après l'échec qui lui a été fait par la dictature militaire. En 1989, lorsque le syndicat Solidarność était autorisé à réapparaître à la vie légale, 80% de ses adhérents n'est pas retourné dans les rangs du syndicat. Et ceux qui sont retournés au rang du syndicat n'avaient plus le motif d'activité qui était très caractéristique de la première Solidarność. Mais dans la vie des millions de Polonais, la révolution de 1981 était et restait l'unique expérience d'une liberté vécue d'une manière active et en grande communauté d'hommes libres et avec le sentiment de fraternité. On n'oublie pas des choses pareilles. On les raconte aux enfants. Et cette mémoire nourrissait le mythe. Le mythe est un être qui n'est pas matériel. On ne peut pas le détruire avec les chars. On ne peut pas le fusiller. On ne peut pas le mettre en prison. Les répressions ne peuvent pas nuire au mythe, tout au contraire, elles le renforcent. En quelque sens, on peut dire que le mythe était la vie posthume, la vie après la mort de la première Solidarność, la vie fondée sur la conviction qu'elle existe toujours. Ces mythes agissaient autrement que le réel mouvement des masses, mais ces mythes avaient une force importante dans la politique polonaise. Au printemps et dans l'été de 1988, il y avait 2 ans de grève en Pologne. C'était des grèves économiques, ce qui est très important. Ils n'étaient pas organisés ni par le cadre de l'université de solidarité légale, ni par les cadres déjà dispersés de solidarité clandestine.
c'était les organisateurs, la force mouvante de ces grèves, c'était des ouvriers d'une vingtaine d'années, de 22 ans, tout au plus, qui n'avaient pas vécu le choc de la loi martiale, qui n'avaient pas l'expérience du début des années 80, mais qui écoutaient ce que racontaient leurs parents et leurs frères aînés. Et ils ont demandé des augmentations salariales, mais ils savaient que pour arriver à la victoire, ils doivent avoir l'appui des autres usines. Et pour ça, ils doivent demander quelque chose de plus que l'augmentation salariale pour nous, pour notre usine. Et c'est quelque chose de plus, pour eux c'était évident, c'était la revendication d'autoriser l'activité légale des syndicats Solidarność. C'était le mythe qui a apparu ainsi comme une force qui détermine les cours de mouvement. C'était, faut-il souligner, l'époque de Brejnev, pas l'époque de Brejnev, mais c'était l'époque de Gorbatchev. C'était une autre époque, des conditions internationales étaient changées. Les généraux qui gouvernaient la Pologne se sont adressés donc à Lech Wałęsa avec une petite ironie. Il savait que ces gens qui se mettent en grève, ce ne sont pas les gens de Wałęsa. Il a dit, mais monsieur Wałęsa, vous qui prétendez d'être si fort, dites à ces gens-là qu'ils cessent qu'ils finissent avec ces grèves. Et Wałęsa l'a dit. Et les grèves ont cessé. Et alors, les généraux ont réalisé que la réalité de du grand mouvement Solidarność, c'est le passé, mais que le mythe de ce mouvement, incarné par Wałęsa, incarné par ses camarades, incarné par ses conseillers, c'est une force. C'est une force indispensable pour établir, moyennant la négociation, la paix dans le pays, la paix intérieure dans le pays. C'était la première prémisse qui conduisait à la table ronde. Avec, vous savez ce qui s'est passé après la table ronde, c'est-à-dire le côté communiste estimait que c'est un moyen de se munir d'une assistance des gens de solidarité pour pacifier la situation dans le pays, mais ils espéraient de conserver quand même les clés du pouvoir. Ça n'a pas, comme toujours dans ce genre de négociations et de ce genre de complots, toutes les négociations, tous les complots ont conduit au contraire de ce qu'on a voulu, de ce qu'on craignait. En tout cas, ça finit avec la prise de pouvoir par la post-Solidarność, avec la création du gouvernement Mazowiecki et avec le pouvoir, avec le gouvernement, nos collègues, c'était surtout les conseillers de la Commission nationale des années 80-81, ont pris, ou plutôt ça leur a tombé sur la tête, la responsabilité pour l'économie qui était plongée dans la crise et dans la hyperinflation. Ils devaient faire quelque chose avec tout ça, mais ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont agi donc à l'époque la doctrine de Milton Friedman, le Fonds monétaire estimait que la même recette est absolument bonne dans toutes les conditions sociales, économiques, historiques et culturelles. Ça
différence de conditions ne joue aucun rôle, et que cette recette est efficace soit au Chili de Pinochet qu'en Pologne après la chute des communistes, en Russie après l'effondrement du régime communiste, etc. Dans les années 60 du XXe siècle, j'étais en Italie et je suivais le séminaire d'un célèbre en Italie, historien de l'économie, Carlo Maria Cipolla. Et j'entendais comment il expliquait à ses élèves que le communisme, c'est pour les pays sous-développés l'unique manière d'avoir vite la révolution industrielle. Parce que ça coupe ces pays de la concurrence internationale qui va étouffer chaque tentative de faire les bons en avant, et parce que ça concentre entre les mains de l'État tous les moyens de disposition économique. C'était en quelque sorte vrai, quoique simplifié. Les régimes communistes, partout où ils ont été, ont construit beaucoup, mais ils ont construit mal. Coupés de la concurrence internationale, avec la suspension des règles des marchés, ils ont arrivé à construire un potentiel économique, surtout industriel, vraiment remarquable du point de vue de quantité, mais inférieur aux exigences mondiales en matière de qualité, d'efficacité, de la technologie, etc. Donc, pas concurrentiel. L'ouverture brusque de ces potentiels à la concurrence internationale, c'est sa mort. Ça veut dire la destruction du potentiel socialiste construit par le régime communiste à mort, à disparition. En Pologne, il y avait quelques décisions de l'équipe de Balcerowicz qui regardait les cours d'échange monétaires, qui ont protégé un peu le potentiel indigène, pour ainsi dire, mais en même temps, il y avait la volonté de construire vite, en une année, en 2 ans. Le capitalisme, ce qui impliquait, bien entendu, soit la privatisation brusque, c'est équivalent à la faillite, soit la privatisation par en haut. Bon, d'accord, ça va. Le résultat était le grand chômage. Le chômage structurel qui n'est pas disparu jusqu'à présent en Pologne. Et on calcule qu'il y avait 5 millions de postes de travail liquidés pendant la transformation. Ça, c'est pas si simple que ça, parce qu'une partie de ces postes de travail étaient fictifs. C'était l'occupation dans les équipes de travail dans le régime socialiste était gonflée, bien entendu. Et puis, une partie de ces gens est allée à l'étranger. Presque 2 millions de Polonais travaillent à l'étranger. Il y a pas mal de gens qui travaillent au noir en Pologne ou qui travaillent à brève durée avec les contrats de poubelles, comme ça s'appelle chez nous. Quand même, la grande partie, la partie considérable de ces milieux ouvriers qui étaient la base de notre syndicat s'est trouvée dégradée socialement. Et c'est un état de dégradation héréditable, héritier, c'est-à-dire leurs fils et leurs petits-fils ont très peu de chances de de finir les universités, les bonnes écoles, etc. Ils vivent dans le même état de dépression où vivent leurs pères. Et ça accumule la rancœur.
c'est un élément très durable et très important de la situation sociale et politique de la Pologne d'aujourd'hui. Et aussi, il y a, bon, c'est après peut-être, je vous raconte une petite histoire. En 93 ou 94, je ne me rappelle plus, j'étais en France et j'étais chargé par mes collègues de l'Union des Travail, un parti de gauche post-Solidarność, de parler avec les socialistes français. Entre les autres, j'ai rencontré Lionel Jospin. À l'époque, il n'était pas encore président du Conseil, il n'avait pas même très bonne position au Parti socialiste. Et la première question qu'il m'a posée était comment Solidarité a pu accepter et réaliser une chose comme le plan de Balcerowicz. J'ai essayé de lui expliquer que la grande Solidarność était détruite par la loi martiale, elle n'existait plus. Et si elle existait toujours, si elle aurait existé toujours, certainement elle ne l'aurait pas permis. Après, quelques ans plus tard, les socialistes français ont gagné les élections, et Lionel Jospin est devenu président du Conseil, et je n'avais plus d'occasion à lui poser la question, qu'est-ce qui a forcé alors le président du Conseil socialiste d'un grand pays européen à courber les coups devant les exigences de la correctesse néolibérale. Mais je pense que les deux questions, celle que Jospin m'a posée et celui que j'aurais voulu lui poser, concernent les mêmes problèmes de notre monde aujourd'hui. Le mythe des solidarités a été employé comme une couverture de la transformation néolibérale et n'existe plus. Et ce qui est resté après ce mythe, c'est le syndrome d'une confiance déçue qui empoisonne notre vie politique. Et sur ces fonds, s'est créé un mouvement populiste qui en politique est représenté par le parti Droit et Justice. La Pologne était modernisée, mais les frais sociaux de cette modernisation est plutôt élevé. La Pologne est libre, mais c'est la liberté sans égalité et sans fraternité. Et privé de ces deux éléments de triade historique, la liberté est un don incertain. La démocratie est forte de soutien des citoyens. Elle peut tomber. Et s'il fait défaut, l'accord des citoyens concernant les règles fondamentales de la démocratie. C'est notre cas maintenant. Ça peut être, je ne veux pas dire votre cas, mais quand même les cas des autres pays européens demain, car les problèmes de tension et de la menace aux valeurs et au système et aux mécanismes démocratiques conduits par la globalisation de l'économie et par la croissance prodigieuse des inégalités sociales, c'est un problème global. Donc la Pologne aujourd'hui, espérons que ça ne va pas se répandre. Merci.